Merci Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Merci président Emmanuel Macron de nous avoir libérés d'un complexe séculaire, celui de la peur de la France et de l'Occident en général, qui a tétanisé plusieurs générations d'Africains face aux injustices et à l'exploitation. Devant, c'est maïs. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. C'est vrai, nous avons été ingrats. Ingrats de n'avoir pas dit merci pour tous ces siècles d'esclavage au cours desquels nous avons été réduits en bêtes de somme. Merci pour cette mission civilisatrice qui nous a débarrassés de nos traditions, de nos croyances, de notre identité, de nos religions. Merci pour le partage à Berlin en 1885 de notre continent qui nous a si généreusement débarrassés de nos encombrantes richesses pour les rendre plus utiles à qui de droit, l'Occident. Merci pour cette colonisation qui a poursuivi le travail en faisant de nos territoires vos propriétés exploitées avec nos propres bras. Merci pour nos centaines de milliers de tirailleurs morts en relais de force pour défendre la métropole éternelle face aux Allemands en 1914 puis en 1940. Ces guerres nous ont permis de nous débarrasser des centaines de milliers d'hommes inutiles, encombrants, dont nous n'avions absolument pas besoin. Merci pour votre extraordinaire gratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidé à vous libérer du joug nazi et que vous avez froidement assassinés parce qu'ils avaient, à Tiaroy, où on les avait parqués, tout simplement eu l'outrecuidance de réclamer leur solde. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. À la vérité, lorsque j'ai écouté ceci il y a quelques jours, je me suis dit dans les premières minutes qu'il s'agissait probablement d'un montage, d'un fake fabriqué par des influenceurs ou des geeks. Puis après rapide vérification, je me suis dit qu'il valait finalement mieux prendre le temps de la sérénité pour y apporter une réponse sans passion. Tant le morceau est gros, tant cette sortie, la énième, est inacceptable et qu'il devient urgent d'alerter l'opinion publique française de la dérive afin qu'elle mesure par elle-même l'ampleur du fossé qui se creuse avec l'Afrique depuis votre élection. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Waouh! Est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là? Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Une chose est certaine, cette sortie du président Macron n'aura laissé personne indifférent au sud du Sahara. Et ce n'est pas pour l'encenser, non. La critique est acerbe face à ce que, de façon presque consensuelle, les Africains considèrent comme du mépris, de l'arrogance et de l'ignorance. Pour ma part, je ne dirais pas ignorance parce que je pense qu'un président de la République, notamment d'une puissance comme la France, dispose de nombreux canaux et outils pour connaître la réalité historique. Et ainsi parler d'ingratitude est un sommet. Qui est l'ingrat? Celui qui pendant plus de 400 ans a traité les autres avec violence, mépris, leur niant même jusqu'à leur humanité? Ou celui qui pendant tout ce temps a subi cette agression sans pouvoir se défendre? Figurez-vous que nous étions persuadés que ce sont les autres qui nous demanderaient pardon. Avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Des excuses du Vatican un peu tardives, plusieurs siècles après, et du bout des lèvres,
que certains plus jeunes intellectuels contemporains n'ont même pas encore envisagé. Ils réclament des remerciements. Qui est l'ingrat dont le mal n'est pas transmissible à l'homme? Celui qui pendant 400 ans a pillé, s'est enrichi sur le dos de l'autre, ou bien celui qui s'est laissé faire? C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Je crains que cela soit un peu léger pour estimer que cela compense la dette abyssale de la France et de l'Europe en général vis-à-vis du continent noir. Continent pour lequel l'Occident manifeste une ingratitude sans limite. Est-ce suffisant de passer l'éponge et oublier tout ce pillage et ces violences parce que quelques objets d'art dérobés pendant des siècles ont été remis à quelques nations arrangeantes? Ces objets, les moins symboliques, libérés par les musées et quelques déclarations de bonnes intentions, seraient-elles suffisantes pour effacer ce lourd passé d'esclavage? Je ne veux pas ici revenir sur la longue et insupportable traite négrière qui est reconnue par tous comme la plus grande violence de toute notre ère. Je pense que même les révisionnistes et autres négationnistes de tout poil ont finalement reconnu cette réalité, cette violence faite par les Européens aux Noirs d'Afrique. Et pour rappeler le summum de l'ingratitude, le mépris de celle qui s'érige aujourd'hui en donneuse de leçons, figurez-vous qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros d'aujourd'hui. Rien pour les esclaves libérés, rien. Aujourd'hui, de grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni où la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Une base de données britannique de University College of London, nommée British Slave Ownership, a publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. Si les quelques objets cultuels rendus à l'Afrique ces dernières années viennent solder ce compte, alors reconnaissez qu'on est loin de l'équilibre, très loin. C'est presque ridicule. Et les entreprises qui ont bénéficié de cet esclavage enrichissent encore leur pays avec les fonds issus de cette traite négrière. Question de rappeler à ceux qui balaient d'un revers de la main ces revendications en les renvoyant au passé. Elles sont d'une criante actualité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Parce que l'histoire de l'esclavage, nous devons la connaître, l'enseigner et en tirer toutes les leçons pour que l'exploitation des êtres humains puisse être combattue avec la plus grande énergie. Il serait temps de l'apprendre dans les écoles de France et de Navarre pour mettre un terme au déni. Et si vous n'en avez pas envie, laissez-nous apprendre à nos enfants, à notre jeunesse, l'histoire de cette tragédie, afin qu'elles ne puissent plus laisser cela leur arriver, afin qu'elles sachent la vérité, la vraie, pas celle des vainqueurs. Je ne veux pas revenir non plus longuement sur le partage et le pillage de l'Afrique par les colonisateurs qui ont saigné le continent et ses enfants pendant plusieurs siècles. Chacun a mesuré les conséquences.
même si certains aujourd'hui, ministres dans le gouvernement de François Bayrou en France, estiment qu'elle a été, par certains côtés, positive. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, vous avez bien entendu. Et figurez-vous qu'il est ministre de l'Intérieur dans l'actuel gouvernement de France. C'est dire le chemin qui reste à parcourir pour soigner cette maladie des animaux non transmissibles à l'homme qu'est l'ingratitude. Les conséquences de la colonisation ne se gomment pas à coups d'opérations de com, non. Elles se traitent dans le respect et l'écoute de l'autre. Je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. L'argument est à chaque fois le même, mais il me paraît très insuffisant, particulièrement infantilisant, puisque ces jeunes Africains, nés après la colonisation, leur histoire, leur vie, leur éducation, leur vécu, leur économie, plongent leurs racines dans les blessures du passé, dans le mal que l'on a fait et continue de faire à leur continent, et à eux-mêmes, et à leurs parents. Qu'elles soient nées hier, ou aujourd'hui, ou pendant la colonisation, la jeunesse est le fruit de cette histoire. Et je pense que si l'on parle encore à juste titre de l'Holocauste, avec autant d'émotion, autant de gravité, la majorité des Juifs encore actifs sont nés après les camps de concentration allemands. Pourtant, leur vie reste fortement impactée par cette tragédie qui a eu lieu il y a 85 ans déjà. La colonisation ne s'est officiellement terminée qu'il y a une cinquantaine d'années et se poursuit sous d'autres formes. Il est donc logique de lui accorder la place qu'il faut, de lutter contre celle plus rampante qui continue sournoisement de piller l'Afrique. Ce n'est donc pas un lubi de pseudo-intellectuels en mal d'arguments, non. La colonisation, comme la traite négrière, reste présente dans la vie de tout Africain. Et le néocolonialisme n'est pas une vue de l'esprit, comme semble le penser la vraie classe intellectuelle française. Les pillages dans les mines de RDC, de Guinée, les contrats léonins d'Areva, l'ancêtre d'Orano, et bien d'autres qui ont cours sur le continent ont un impact direct sur la vie des citoyens. Les soutiens actifs à certains chefs d'État sur le continent contre leur peuple pour protéger les intérêts de l'ancienne métropole sont des réalités. Des réalités auxquelles vous-même, Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de vous battre pour y mettre un terme. Il n'est pas raisonnable de demander à la jeunesse de faire une croix sur son passé, sur son histoire. Cette option a porté un préjudice inestimable à l'Afrique. De grâce, ne nous le demandez pas encore une fois. Les jeunes ont envie d'être connectés à leur histoire, à l'histoire de leur peuple pour mieux se construire dans ce monde particulièrement violent et face à des civilisations dont la guerre est la principale forme d'expression. C'est de l'expérience du passé que l'on construit l'avenir. Faut-il passer l'éponge parce que pendant un mandat et demi, vous avez remis quelques reliques aux Africains à grands coups médiatiques? Non. Il va falloir vivre avec la réalité et l'affronter. Vous êtes peut-être né après la colonisation, mais vous bénéficiez des avantages de cette période. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions. Il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Sauf que vous avez les Camerounais. Alors après, le Rwanda, il y a eu le rapport Rwanda, il y a un rapport sur l'Algérie, il y a un rapport. Et les gens ont envie de parler de cette période-là pour pouvoir passer à autre chose. Dites-vous que de nombreuses victimes directes de la colonisation sont encore vivantes et sont dans nos familles. Ceux qui ont été violentés, torturés par les colons. Ils ont eux aussi le droit de faire entendre leur son de cloche sans qu'on leur reproche de ressasser les démons du passé qu'il faut oublier. Donc vous avez subi la balançoire comme torture. Comme torture, la bénédiction d'eau. Quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin, et le sel, machin, ainsi de suite. On vous prend la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous, ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. Est-ce des pleurnichards s'ils évoquent des injustices et violences que certains continuent d'ailleurs en France de revendiquer? On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Rassurez-vous,
les jeunes ne sont pas enfermés dans le passé. Ils se projettent aussi, surtout, vers l'avenir. Mais on ne peut pas leur dire n'importe quoi. Non, c'est fini. Le monde, ils le connaissent. Ils savent qu'ils sont au centre de toutes les convoitises. Ils veulent solder les comptes du passé. Rien ne se fera dans le monde sans l'Afrique. La fameuse transition énergétique dont tout le monde parle se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. Et celui qui veut rester sur le continent devra changer de logiciel parce que la peur ou le doute n'habite pas cette jeunesse. Cela n'aura échappé à personne que les dirigeants qui expriment aujourd'hui avec force et action leur colère, leur rejet, leur refus de continuer cette relation avec la France sont plus jeunes ou de la même génération que le président Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse du maréchal Mahamat Déby, Itno du Tchad, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, de Diomaye Faye, le président du Sénégal, ou du général Assimi Goïta du Mali. On est donc en face d'un changement de génération radical. Je crois qu'il se trompe d'époque. Les seuls dirigeants dans cette galaxie francophone qui semblent avoir gardé une sorte de dialogue avec Paris, qui semblent préserver leurs accords, sont les plus âgés, comme les présidents Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Paul Biya du Cameroun ou Patrice Talon du Bénin. Le reste réclame un autre type de relation basée sur le respect et l'égalité, le partenariat. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. C'est vrai. Mais je ne peux m'empêcher de réagir à cette réflexion. La France a perdu des soldats sur le terrain africain du Sahel. Une 50aine de familles endeuillées par les disparitions de leurs en mission. C'est beaucoup et on ne peut pas ne pas partager la douleur des familles. C'est triste et on s'incline devant leur douleur. Puisse leur sacrifice ne pas être vain. Mais il ne faut pas jouer à nous le rappeler régulièrement. Parce que la tristesse ne fait pas oublier la réalité des faits. Il s'agissait de soldats en mission. Une mission décidée par leur pays. Mission qu'ils ont acceptée dans le cadre de leur travail de militaire. En revanche, ils étaient 300 000 en 1914, enrôlés de force, sans formation militaire, à aller combattre contre un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Vous aurez remarqué la gêne du président Hollande qui ne parvient pas à dire qu'ils ont été enrôlés de force. Il dit qu'on est allé les chercher, qu'on les a convoqués. Bref, à la fin de cette guerre qui nous avait été imposée, on a compté entre 60 et 100 000 morts africains sur le champ de bataille. Il est évident qu'il y en a eu beaucoup plus. Les rares survivants, le plus souvent blessés, ont été rendus à leurs familles sans remerciement, sans gratification, sans un quelconque merci. Quelques années plus tard, malgré cette ingratitude, ils étaient encore près d'1 million à aller de l'Afrique équatoriale française à l'Afrique occidentale française et du Maghreb, réunis sous une appellation méprisante qui illustrait déjà le peu de considération que l'on avait pour eux, tirailleurs sénégalais. Encore une fois, ils étaient pour l'écrasante majorité enrôlés une fois de plus par la force pour aller se battre dans l'enfer du Nord, en Allemagne, en Provence et dans de nombreux autres terrains de conflit, contre le même ennemi allemand qui leur était étranger, avec lequel ils n'avaient aucun contact ou aucun grief. Ils apprenaient en arrivant qu'ils venaient pour sauver la mère patrie des méchants nazis. C'est par centaines de milliers qu'ils y ont été massacrés. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais
continuaient à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 20 juin, à Chasselet, cernés de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Dans cette guerre où ils n'avaient rien à faire, ils ont payé le prix du sang. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains, restés sur le continent, se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. Il faudrait peut-être plus souvent le rappeler et l'enseigner pour éviter le type de discours que l'on nous sert. Loin des 52 que l'on déplore au Sahel, ils étaient plus de 300 000 à avoir payé cette liberté de leur vie. Et la mère patrie ne leur a même pas offert l'occasion d'entrer dans Paris au moment de la victoire. On en avait honte. C'est, je le pense, cela l'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Pire, ceux qui avaient survécu à cette boucherie dans ce palabre des Blancs ont été discrètement renvoyés chez eux. On les a parqués dans un camp dans la banlieue de Dakar et lorsqu'ils ont eu le culot de réclamer leur maigre pécule, on les a froidement massacrés à Thiaroye. Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. L'historienne Armelle Mabon qui dit c'est pas 30 mais 300 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France, qui ont été massacrés à Thiaroye. Donc c'est pas rien. Et ça suffit pas. Non, ça suffit pas parce que encore une fois, c'est le mémorial, tout passe sauf le passé. Ils ont manifesté sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. Aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Thiaroye, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Quelle gratitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Pendant des dizaines d'années, les survivants qui ont participé au prix du sang à éviter à la France d'être allemande, la métropole s'est soigneusement employée à ne pas leur payer leur maigre pension. Je remarque que cela n'a fait l'objet d'aucune littérature digne de ce nom. Vous êtes employé systématiquement, avec la complicité de nombreux médias, à taire cette page sombre de l'histoire de la France dont le président parle aujourd'hui d'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Peut-être devrait-on l'enseigner aux élèves et adultes de France et Navarre. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter,
Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La diplomatie n'est manifestement plus ce qu'elle était. Question de génération probablement. C'est peut-être mieux ainsi. Les choses sont clairement exprimées et offrent l'opportunité de répondre sur le même temps. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Ces propos du président Emmanuel Macron ont été très mal vécus et particulièrement critiqués tant dans les chancelleries africaines que dans les médias. Encore une maladresse. Au-delà du rôle joué par les tirailleurs africains dans la libération de la France dans les 2 guerres mondiales, qui de fait doivent lui rappeler qu'il est mal placé pour tenir ce type de propos, ils sont nombreux à faire remarquer que c'est un peu le pyromane pompier qui oublie le rôle central qu'il a joué dans le déclenchement de l'incendie. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. C'est clair pour tous, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Le responsable du chaos dans le Sahel est la France. C'est pourquoi peu de jeunes et de cadres subsahariens acceptent ce discours qui consiste à dire que la France a volé au secours de toutes ces nations et qu'elle a sauvé ce pays. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, la France, et avec elle ses partenaires européens, n'ont fait que tenter d'éteindre le feu qu'elle y a allumé, et elles n'y sont pas arrivées. Ce n'est un secret pour personne. Pendant une dizaine d'années, malgré les moyens qu'elle y a mis avec ses partenaires de l'Union européenne, elle n'a pas réussi à stopper l'avancée des terroristes de tout poil qui se sont multipliés dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Elle doit donc être plus discrète lorsqu'elle parle de son rôle dans cette région. Elle doit se souvenir qu'elle est fortement responsable du chaos ambiant. Au passage, ils sont quelques-uns, et pas des moindres, à rappeler au président français qu'ils ne leur doivent pas leur souveraineté. Le Sénégal, le Tchad, le Niger et quelques autres. Il est également rappelé le rôle trouble de l'Union européenne dans la région, notamment avec le soutien apporté par l'Ukraine à des groupuscules terroristes dans le Sahel. Un message de trouble qui vient clairement conforter les Africains dans le fait que l'Europe ne joue pas franc jeu et qu'elle pousse le bouchon tellement loin qu'elle soutient les terroristes qu'elle disait combattre jusque dans le Sahel. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour vous les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. On l'a déjà fait, hein. C'est déjà arrivé. Je peux vous raconter des choses en Afrique juste où ça a été fait. Oui. Mon pays s'inquiète
du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine. En affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. L'épisode du soutien de l'Ukraine aux terroristes dans le Sahel, Ukraine chouchou de l'Occident, à qui on signe des chèques astronomiques, à qui on donne toutes les armes pour se battre, alors que l'on abandonne le Sahel aux terroristes, a définitivement convaincu de nombreux Africains du manque de sincérité de l'Europe, du fait que la lutte contre le terrorisme n'est pas vraiment sa priorité. Si elle peut ainsi apporter son soutien par Ukraine interposée à des groupes terroristes, cela signifie que son souci n'est pas vraiment d'éradiquer le terrorisme. Le monde ne vous suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un 2 poids, 2 mesures. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. La phrase qui a fait le buzz et suscité les commentaires les plus enflammés. Un président de la République ne doit pas dire des choses pareilles, même si c'est vrai. Pour un Africain, je veux dire, à partir de ce moment-là, où même si son chef d'État, il est vraiment, même s'il sait qu'il est corrompu, etc., mais le mépris que va avoir Emmanuel Macron, qui fait vraiment sentir qu'il a une détestation de toute cette ancienne précaré, le droit d'aînesse et autres, en Afrique, on ne parle pas comme ça. C'est le comble du mépris pour ses homologues africains. Mais si en plus ce n'est pas vrai, c'est encore plus grave. Et les choses prennent une tournure ridicule, ubuesque lorsque ses homologues, sur le même ton, lui assènent leur vérité. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Sur le même ton, Dakar va répéter la même chose. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande. Il n'a jamais été question de négocier pour que cette armée parte sans vraiment partir. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cela ne trompe personne. Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien, Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, en partenaire. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue fait publier ce communiqué sans préambule, sans avertissement.
Il annonce mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision marque un tournant historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad demande aux militaires français présents dans le pays de partir après un siècle de présence. Tout indique que Paris n'était pas au courant de cette annonce. Bref, c'est une gifle. Et qui, maintenant que Déby n'a plus besoin de nous jette comme une vieille chaussette. Nous et notre arrogance coloniale. Nous et notre armée en déshérence, incapable d'endiguer le djihadisme au Sahel. Nous et notre Macron, qui est devenu la risée de la communauté internationale. Nous et nos aumônes ridicules de 5 sacs de riz et de 10 nattes donnés aux anciens combattants tchadiens de l'armée française, qui pourtant ont donné leur sang pour défendre notre pays. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a demandé le retrait des troupes françaises un mois avant les élections législatives et locales, en décembre dernier. Une chose est certaine, les départs de l'armée française du Tchad et du Sénégal sont des décisions souveraines, qui n'ont guère été négociés par les autorités locales. Ils symbolisent les choix des dirigeants avec lesquels Paris a du mal à entretenir des relations stables. Un vrai désir de rompre avec le passé, de souveraineté.